Aujourd'hui, on plonge au cœur de ce qui nous définit, notre vie en société. On va décortiquer ensemble cette idée que l'être humain est un animal social. Et on va voir comment une journée tout à fait ordinaire, est en fait façonnée par une multitude de groupes, souvent sans même qu'on s'en aperçoive. Alors pour commencer, imaginez une journée type, n'importe laquelle. Du matin jusqu'au soir, on passe notre temps à jongler entre différents univers sociaux. C'est une sorte de danse permanente, un enchaînement d'interactions qui nous paraît complètement naturel, mais qui, en réalité, est incroyablement structuré. Alors, la question qui tue, si on se pose un instant, on fait partie de combien de groupes différents en une seule journée? La réponse est souvent, bien plus élevée que ce qu'on pourrait croire. Tout commence presque toujours par là, la famille. C'est souvent notre tout premier groupe, la base de tout, en quelque sorte. C'est le point de départ de notre vie sociale. Ensuite, la journée continue. Pour beaucoup, ça veut dire direction l'école, ou le travail. La classe ou l'équipe au bureau, un autre groupe essentiel, avec ses propres codes, ses propres objectifs. Heureusement, la journée, ce n'est pas que les obligations. Après ça, place au loisir. Prenez une équipe de sport, par exemple. Là, c'est un groupe qu'on choisit, pour le plaisir de partager une passion et de viser un but ensemble. Et bien sûr, comment l'oublier, il y a la bande de potes. Ce cercle qu'on se construit, qui est hyper important dans notre vie sociale, où on partage tout. Alors, récapitulons. Famille, classe, équipe, amis. Et voilà, ça fait déjà 4 groupes et la journée est loin d'être finie. Bon, mais alors, qu'est-ce que tous ces ensembles ont en commun? Franchement, entre une famille et une équipe de foot, à première vue, il n'y a pas grand-chose à voir, non? Et pourtant, si. Il y a comme une sorte de recette, des ingrédients de base qui font qu'un simple attroupement de personnes devient un vrai groupe. En fait, la définition officielle est très simple, mais elle dit tout. Le mot le plus important à retenir ici, c'est interaction. Un groupe, ce n'est pas juste une liste de noms sur une feuille. Non, c'est un ensemble de personnes qui échangent, qui agissent et qui réagissent les unes par rapport aux autres. Alors, regardons de plus près cette fameuse recette. Pour qu'un groupe existe, il faut des gens qui interagissent, ça on l'a dit. Il faut aussi un but commun, quelque chose qui les rassemble. Ensuite, il faut des règles du jeu, qu'elles soient écrites ou pas, juste pour que ça fonctionne. Et enfin, des points communs, une base partagée qui les relie. Et ce but commun, ça peut prendre plein de formes concrètes. Pour une famille, par exemple, c'est de vivre ensemble, de s'entraider. Pour une équipe de foot, c'est clair, c'est de gagner des matchs. Pour une classe, c'est de réussir l'année scolaire. C'est vraiment ça, le carburant du groupe. Et attention, un point super important, un groupe, c'est vivant. Ce n'est pas un bloc de béton figé dans le temps. Il y a des membres qui partent, de nouveaux qui arrivent, parfois le groupe se transforme ou même disparaît complètement. Bref, c'est quelque chose qui bouge tout le temps. Ok, passons maintenant à un aspect crucial de la vie en groupe, les règles. Parce que pour que ça marche, il faut un cadre. Et face à ce cadre, chaque membre du groupe a un choix à faire. Pour que ce soit bien clair, prenons un exemple tout simple. Imaginez qu'on soit dans une salle de sport. Est-ce qu'on peut y fumer, manger son sandwich sur un tapis de course, y aller avec des chaussures pleines de boue? La réponse est non, bien sûr que non. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a des règles. Et en fait, cette logique, elle s'applique à absolument tous les groupes. De la plus petite famille jusqu'à un pays entier, il y a toujours des règles du jeu. Parfois, elles sont écrites noir sur blanc et parfois, elles sont juste implicites, comprises par tout le monde. Mais dans tous les cas, leur respect est la clé pour que le groupe tienne debout. Du coup, face à ces règles, il y a 2 grandes options. D'un côté, le conformisme. C'est simple, on suit la ligne, on rentre dans le rang. Et de l'autre, ce qu'on appelle le déviationnisme. Là, c'est quand on décide de s'écarter des règles, de faire les choses différemment. C'est un peu le choix que chacun fait, consciemment ou non. Mais attention, ne pas suivre les règles, ce n'est jamais sans conséquence. Pour la personne qui s'en écarte, le risque, c'est de se faire mettre de côté, ou même d'être complètement exclu. Et pour le groupe lui-même, ça peut créer des tensions, des problèmes, et parfois, ça peut même le faire imploser. Allez, on aborde un autre sujet fascinant. Comment un groupe se montre au monde? Comment les membres se reconnaissent entre eux? C'est là que les fameux signes d'appartenance entrent en jeu. En gros, ce sont tous les éléments qui crient « Hey, moi je fais partie de cette bande ». Ce sont des codes qui peuvent être visuels ou liés au comportement et qui à la fois unissent les membres et les distinguent de tous les autres. Et ces signes peuvent être de toutes sortes. On peut les classer en 3 grandes familles. D'abord, il y a les vêtements. Ça peut être un uniforme, un foulard, un style particulier. Ensuite, il y a le logo, un blason, un drapeau. Et enfin, plus subtil, la façon d'agir, un jargon spécifique, une manière de parler, et même une façon de se tenir. Bon, on arrive au bout de notre exploration. On a vu ensemble ce qui constitue un groupe, comment il fonctionne et comment il s'affiche aux yeux du monde. Alors, au final, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Si on résume, il y a 4 grandes idées. Premièrement, on fait tous partie de plein de groupes en même temps. Deuxièmement, un vrai groupe, ça repose sur 3 piliers. L'interaction, un but et des règles. Troisièmement,
Au sein de ces groupes, on navigue sans cesse entre suivre les règles et s'en écarter. Et enfin, quatrièmement, des signes extérieurs, comme les vêtements ou les logos, montrent à tout le monde de quel groupe on fait partie. Et pour finir, une petite question pour la route, histoire de réfléchir un peu. Imaginons qu'on enlève un des ingrédients essentiels de notre recette, les règles. Qu'est-ce qui reste? Est-ce qu'un rassemblement de personnes, sans règles claires, peut encore être appelé un groupe? Voilà, c'est une pensée à méditer. Merci d'avoir suivi cette analyse.